Amis sportifs, bienvenue sur Spectrum Télévision. Bienvenue dans la Nuit du Sport qui est de retour après le break imposé par la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Compétition qui, comme vous le savez, s'est achevée par le tout premier sacre du Sénégal. Avec notre chaîne partenaire VOA, nous allons justement vous proposer de revenir sur le parcours assez exceptionnel du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant l'ouverture de la nouvelle saison au sein de quelques fédérations sportives nationales et au menu de la pause actu en première partie. Et en seconde partie, deux thèmes majeurs dans le cadre du débat. Après la CAN, que fait des infrastructures sportives? Comment expliquer aussi le maintien du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun? Et en marge de ce thème, on va évidemment s'intéresser à la grosse actualité autour de l'athlétisme. Le week-end sera marqué par la 27e édition de la course de l'espoir. Pour parler de ce sujet et de bien d'autres, 4 invités autour de ce plateau, 3 messieurs et une dame. C'est avec plaisir d'ailleurs que je vais recevoir Augustine Mécuy, c'est ça? Bonsoir Augustine. Bonsoir madame. Vous êtes athlète et vous vous apprêtez justement à prendre part à cette course de l'espoir. Comment est-ce que vous préparez? Vous êtes prête? Oui, moralement je suis prête et je me suis aussi bien entraînée sans difficulté. Donc du coup, où je suis, je n'attends que le jour. Elle est pressée d'y arriver. Avec vous, en tout cas, on va un peu tout à l'heure parler de votre préparation, de votre challenge et aussi de ce que vous avez quand même eu à faire dans cette course de l'espoir parce que ce n'est pas la première fois que vous participez quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas la première fois. Juste à côté de vous, un visage qu'on connaît très bien, Yves-Désiré Ekwala, bonsoir. Bonsoir Lydie. Bonsoir Augustine, bonsoir aux autres panélistes que je n'ai pas présentés. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère qu'ensemble on va bien échanger. Comme d'habitude, Didier Yimoukoua est avec nous ce soir. Pour une première fois, Didier. Pour une première fois, bonsoir dans cette madame. émission, c'est vrai. Pour une première fois, bonsoir madame. Je salue mes co-débatteurs. Je voudrais... Je le ferai toujours, hein, tant que vous m'inviterez ici, de souscrire un rituel qui m'est très cher pour ne pas tomber dans l'oubli. Hein. Dans l'oubli, il faut toujours rendre un vibrant hommage à ces Camerounais-là qui sont morts à Olymbe et puis rappeler à ceux-là qui pensent qu'on les a oubliés, qu'on ne les a pas oubliés et surtout souhaiter prompte guérison aux blessés. Oui. Merci une fois de plus de m'avoir invité en ce plateau. Juste à côté de vous, l'ancien lion indomptable Timothée Makongo. Maxime, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. On va donc démarrer cette première partie de l'émission par une note sur le volleyball. Vous le savez, Bafia, évolution chez les dames et FAP, volleyball chez les messieurs, sont les grands vainqueurs du 3e regroupement de l'Open de volleyball senior dames et messieurs, dont on devrait justement avoir les images d'un moment à l'autre. Voilà, la compétition s'est disputée du 12 au 13 février dernier sur le parquet du gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics à Yaoundé. 23 matchs se sont joués, soit 10 chez les dames et 13 chez les messieurs. On va rappeler quand même le classement à l'issue de la phase de poule avec dans la poule A, FAP qui était en tête avec 6 points, suivi de Lito Team 2 points et 3e Club et Foulane Volleyball avec 1 point. Et dans la poule B, c'est Bafia qui était en tête avec 6 points, suivi de Nyon Ekele et Mountain Star de Boya 3e. Demi-finale, FAP a battu la formation de Nyon Ekele par 3-7-0. Lito Team est tombé devant Bafia Evolution 1-7 contre 3. Nyon Ekele remporte donc la petite finale par 3-7-1 face à Lito Team. Et lors de la grande finale, c'est Bafia Evolution qui a quand même dû passer par le tie-break pour s'imposer devant FAP à 3-7-2. Là, c'était chez les dames. Chez les messieurs aussi, il y a eu match avec, à l'issue de la phase de poule, Port Autonome Volleyball qui était en tête des classements, suivi de Bafia et 3e Shekina Volleyball. Dans la poule B, FAP était en tête, suivi de Cameroun Sport et TGV Macaque Volleyball 3e. Et demi-finale
le port autonome de Douala Volleyball a battu Cameroun Sport Volley par 3-7-0. Victoire également des forces armées et police face à Bafia Evolution par 3 manches à 2. Cameroun Sport a remporté la petite finale ici. Et la finale, quant à elle, qui a opposé FAP à Port Volleyball de Douala, a tourné à l'avantage des volleyeurs de FAP, vainqueurs de la partie par 3-7-0. Bon à savoir, les vainqueurs de ce troisième regroupement sont directement qualifiés pour le Final 8 de la Camtel Volleyball Championship. Il s'agit donc de Bafia chez les dames et de FAP chez les messieurs. Les autres seront connus à l'issue du championnat sectoriel et les clubs classés premiers de chaque secteur seront évidemment qualifiés directement, tandis que les deuxièmes vont jouer en tournoi de rattrapage à l'issue duquel les deux meilleurs vont donc arracher les derniers tickets qualificatifs pour ce tournoi. On va parler cyclisme à présent dans cette pause actu avec la Fédération camerounaise de cyclisme qui a officiellement lancé sa nouvelle saison sportive. La course nationale d'ouverture de saison s'est déroulée dimanche dernier entre Nomayos et Akono en aller-retour sur une distance de 80 km. Artus Della qu'on a justement au milieu là en image, a donc remporté cette course de lancement de la saison sportive dans la catégorie senior. Rodrigue Queré est deuxième, tandis que le jeune sociétaire de SNH Vélo, Fabrice Chauffort, est troisième, lui qui fait ses premiers pas dans la catégorie senior. Le podium masculin, on va le remarquer, hein, est à 100% occupé par les coureurs de SNH Vélo Club. Avant de vous proposer quelques réactions chez les dames, rappelons que Jolie Discal Memouna occupe la première place et à l'issue donc de cette course d'ouverture des saisons, vous allez écouter les réactions d'Artus Della qui était le vainqueur chez les seniors messieurs et suivi aussi de la réaction du secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Louis Bruno et Loumou. Regardez. Déjà, je suis très satisfait de la victoire. Ça a d'abord été beaucoup plus collectif, beaucoup de jeux d'équipe. Bon, certes, c'était un peu compliqué, comme c'est la première course de la saison. Donc nous, de notre côté, on a travaillé, mais on n'était pas encore suffisamment très bon. Donc on a décidé que je sorte vainqueur de cette course. Bon, déjà, il fallait d'abord créer l'échappée. Ce qu'on a fait, c'était moi d'abord, avant que je venu, Ninawe Chofo. Bon, devant à moins, je pense, 10 km, avec le temps qu'on avait, il fallait essayer de partager. J'ai d'abord dû attaquer. Malheureusement, Boris a eu un peu de chaîne. Je suis allé avec Ninawe jusqu'à l'arrivée. Bon, au sprint, c'est facile de partager au sprint. Oui, à la fin de cette compétition marquant l'ouverture officielle de la saison, je crois que la compétition s'est très bien déroulée. Nous avons près d'une quarantaine de coureurs qui ont participé au départ, c'est-à-dire que filles et garçons. Donc la compétition s'est très bien achevée avec des belles victoires du côté des garçons de la part de Tela Astus et SNH Vélo Club et de l'autre côté des dames, côté dames, c'est Jolie Discal qui est la championne du Cameroun. Donc la compétition, comme je l'ai dit, c'est la compétition, c'est encore l'ouverture de la saison. Et ce n'est que le début dans un chronogramme qui est très chargé. Oui, le chronogramme, c'est un chronogramme d'activité. C'est un chronogramme d'activité très achalandé qui prévoit une douzaine de courses nationales organisées par l'instance fédérale. Et il y a d'autres courses organisées au niveau régional. Elles sont très nombreuses également de ce côté-là, tout simplement parce que déjà, avant cette ouverture officielle, il y a déjà eu une ouverture au niveau régional à Ebolova. C'était le 10, dans le cadre des festivités marquant la fête de la jeunesse. Et également à la Ligue du littoral à Douala, il y avait une course. Et je vous révèle aussi qu'il y a eu deux courses à IDEA, organisées par la Ligue départementale de cyclisme
la Sanaga Maritime. Donc c'est une saison pleine qui démarre là et nous espérons bien que ça va aller tel que ça a bien commencé. Voilà, il désire Ikwala quand même, ça bouge. Hein, c'est vrai que la CAN est terminée. Et voilà, on a assisté justement à ce début de saison du côté de la Fédération camerounaise de cyclisme. Et comme le disait le secrétaire général, il y a eu des lancements, d'abord au sein de certaines régions, avant l'ouverture sur le plan national, un peu dans le sens inverse. Parce que généralement, c'est la nationale et puis on regarde au niveau de la base. Non, il y a des fédérations qui généralement organisent des compétitions à la base avant d'aller. C'est-à-dire que, par exemple, à la fédération d'athlétisme, le chronogramme de la Ligue régionale dépend du chronogramme de la fédération camerounaise. Ouais. C'est-à-dire que ça peut permettre de nous... Enfin, on se prépare pour participer aux échéances organisées par la fédération nationale. Donc, pour moi, c'est normal. On n'allait pas non plus rester les bras croisés pendant la CAN qu'on a accompagné, que toutes les fédérations ont accompagné parce que c'était honnêtement un événement national, donc il fallait les accompagner. Donc, même si l'inverse n'est pas toujours vrai. Hein. Oh, je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est juste une remarque. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai qu'on a rarement vu les footballeurs assister à d'autres compétitions. On a eu les cannes de basket ici, les cannes de volley. J'ai vu à la canne, par exemple, de handball à Yaoundé, où moi j'ai vu quasiment tous les matchs du Cameroun. J'ai vu la fédération de volleyball annuler ces finales parce qu'il y avait la canne, c'est-à-dire on a tous accompagné, on est resté, mais je n'ai pas vu beaucoup de footballeurs au Palais des Sports. Mais bon, toujours est-il que pour répondre à la question, non, moi je crois que c'est une très très bonne chose qu'on relance les activités au niveau de la base et puis qu'on monte au niveau fédéral. Ce qui est toujours important, de ne pas perdre de vue que, écoutez, les compétitions internationales n'attendent pas, qu'ils ne savent pas qu'il y a eu la CAN au Cameroun ou pas. Toutes les fédérations ont un chronogramme qu'il faut bien respecter. Et puis bon, la CAN c'est terminé et on passe à autre chose. Alors, Gigi Yamkwa, c'est un peu la même lecture. Cela va sentir. En principe, dans le management aujourd'hui, les projets durables, c'est le principe bottom-up. C'est-à-dire tout doit aller vers la base, vers le haut, et non le top-down. Parce que généralement, on a toujours vécu le principe top-down et malheureusement, ces limites s'exposent et n'importe qui peut juger. Mais je voudrais surtout parler de la Fédération camerounaise de volleyball. Parce que de plus en plus, c'est une fédération qui fait honneur à l'ensemble sportif camerounais. Et je salue comme ça tous les acteurs et particulièrement le président de cette fédération que je n'ai jamais rencontré physiquement, mais dont l'empreinte sur le sport camerounais aujourd'hui est assez visible. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien et puis le féliciter. Alors peut-être un mot aussi, Timothée Makongo, par rapport à ce démarrage de la nouvelle saison au niveau du cyclisme. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de cyclisme a annoncé quand même qu'il y aura plusieurs courses au cours de cette saison, par exemple. Oui, c'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure, les footballeurs n'ont pas tendance à se... Mais d'une manière générale... Vous avez très bien compris, en fait. J'ai très bien compris. Ouais. Mais d'une manière générale, nous aimons le sport au Cameroun. Et je me réjouis, comme l'a dit mon compagnoniste tout à l'heure, de tous des avancées du volleyball. Et même j'ai été surpris de voir que le cyclisme a des tactiques, on parle déjà des tactiques, parce qu'il y a un capitaine qui parlait tout à l'heure de course en équipe, après au dernier moment, quand ils sont déjà 3, il faut se les partager. Disons qu'on apprend toujours, mais d'une manière générale, c'est un problème de génération. Nous, à notre époque, quand nous étions jeunes, nous aimions tous les sports. Arrêter le sport était pratiquement général, Yves ne va pas me démentir là-dessus. Ce sport était général, on aimait tous les sports. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de spécialisations. Et on est toujours très, très agréablement surpris de voir les particularités des Camerounais. Et l'autre jour, vous nous avez parlé sur la lutte, je ne sais pas si c'était gréco ou bien la lutte avec Gamou, là, que je découvrais ici. MMA, c'est extraordinaire ce que font les Camerounais et je suis même étonné par les progrès au niveau de certaines fédérations. C'est pour ça que je salue toutes ces fédérations-là. Pour maintenant demander aux gens qui sont passionnés de football, parce que c'était quand même un événement extraordinaire, la CAN.
elle aurait pu les éteindre. autres CAN ne sont pas extraordinaires. Mais comme a dit aussi, le copanéliste, il y a toute une programmation qui est derrière toutes les fédérations et il faut respecter tous les calendriers. On ne peut pas faire autrement. C'est tout à fait normal. Je ne peux rien ajouter, ils ont tout dit. En plus, Lydie, si tu me permets, le politique pense qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, mais la réalité, c'est autre chose. Vraiment, ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Lorsqu'on imagine les tonnes de milliards qu'on a investis dans la construction des infrastructures qui font honneur aujourd'hui au Cameroun et à l'Afrique, et la CAN qui a drainé des milliers de journalistes au Cameroun, qui a un moment été le cœur du monde, vraiment il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Mais c'est le politique, mais la réalité vraiment c'est autre chose. Et quand le politique le dit même, c'est pour tirer les plus petits. Et évidemment, c'est tout ce qu'on peut demander, le moins aux petits. Peut-être avant d'avancer, Augustine, est-ce que, quand même, c'est vrai, vous êtes athlète? Ça vous arrive quand même de regarder d'autres compétitions, le cyclisme, le volleyball? Est-ce que ça vous arrive quand même? Bon, ce qui m'intéresse souvent, c'est juste le football. Je suis intéressée souvent quand mon pays joue au Cameroun, c'est là où on me voit auprès de la télé. Ouais. Donc, sinon, les autres courses, les autres activités sportives, pas vraiment? Pas vraiment. Voilà, on va donc justement parler foot et revenir, comme je l'annonçais à l'introduction de cette émission, sur le tout premier sacre de l'équipe nationale du Sénégal dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça s'est passé au Cameroun, c'était donc le 6 février dernier. Avec notre chaîne partenaire VOA, nous vous proposons de revenir sur le parcours assez exceptionnel des Lions de la Teranga. Et juste derrière, on reviendra évidemment évoquer donc l'avenir ici au Cameroun après la CAN. On regarde ce reportage. Sur le toit de l'Afrique aujourd'hui, adulé par un peuple qui a longtemps attendu, mais qui a par moments désespéré, s'en prenant souvent verbalement à ses représentants à la CAN. 4 janvier 2022, Macky Sall remet le drapeau national au capitaine Kalidou Koulibaly et ses équipiers en partance pour le Cameroun. Le président sénégalais en profite pour mettre la pression sur la bande à Sadio Mané, la pressant de rentrer avec le trophée après 2 finales perdues en 2002 et 2019. Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. Un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la nation, qui attend avec espoir depuis tant d'années. Le message est clair, tout comme la réponse donnée par le capitaine. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne, pour emprunter le jargon du football, et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Une mission difficile faite d'obstacles et ce, dès le départ. Pour son premier match contre le Zimbabwe, le 10 janvier, le sélectionneur Aliou Cissé doit se passer de plusieurs de ses joueurs frappés par le Covid-19, dont 2 éléments capitaux, le gardien Edouard Mendy et le défenseur Kalidou Koulibaly. Résultat des courses, Sadio Mané et ses camarades souffrent devant les Warriors et empochent les 3 points grâce à un but de leur star sur pénalty dans les arrêts de jeu. Je vous dirais que tous les matchs ici en Afrique seront difficiles, seront disputés. Sénégal, le but de Mané, Sadio Mané, voilà. Ce but victorieux reste l'unique réalisation des Lions de la Teranga en phase de poule. Les matchs 2-3 contre la Guinée et le Malawi s'étant soldés par des scores de 0-0. La première nation africaine finit tout de même première du groupe B et se qualifie pour les 8e de finale. Pas de quoi apaiser la colère des Sénégalais. Aliou Cissé, en poste depuis 2015, est éreinté sur les réseaux sociaux par des amateurs que compte ce pays, fou de ballon, mais aussi par des professionnels. Il lui reproche ses choix tactiques, son jeu défensif. Le coach Cissé essaie de calmer les invectives avant le match des 8e contre le Cap-Vert. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que mon équipe retrouve son meilleur niveau. Bon, aujourd'hui, c'est ça qui est important pour moi, vu qu'on a fait un début assez compliqué. Mais malgré ces débuts-là,
le Sénégal est encore là. Le Sénégal est là et retrouve son efficacité. Les requins bleus du Cap-Vert plient 2-0. En quart de finale face à la Guinée équatoriale, le Sénégal confirme sa forme et gagne 3-1. Prochaine étape, le Burkina Faso en demi-finale. Les jeunes étalons donnent du fil à tordre aux Lions de la Teranga en première période 0-0. C'est au retour des vestiaires que l'intenable Sadio Mané et ses camarades se lâchent pour venir à bout de leurs adversaires 3-1. Le Sénégal se qualifie ainsi pour la finale et ne peut plus donc se voiler la face. Il faut aller chercher le trophée. Remporter la coupe, oui, nous voulons la remporter. Et ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Mais comme je le dis, nous aborderons ce match-là, cette finale-là, vraiment en n'ayant pas de pression. Il est important de rester lucide. Il est important de penser au jeu plutôt qu'à l'enjeu. Difficile tout de même de ne pas y penser le 6 février, jour de la finale, quand en face, il y a l'Égypte, septuple championne d'Afrique, avec l'un des meilleurs joueurs au monde, Mohamed Salah. Mais n'empêche, le Sénégal a du répondant à la personne de Sadio Mané. Ce dernier manque un pénalty en début de match, faisant planer le spectre des finales perdues en 2002 et 2019. Mais les garçons d'Aliou Cissé se remobilisent, poussent face aux Égyptiens, qui résistent jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but. Il est poussé partout dans le stade. Sadio Mané. Ironie du sort, Sadio Mané inscrit le but victorieux qui propulse le Sénégal sur le toit de l'Afrique pour la première fois de son histoire. On attendait cette victoire depuis longtemps. Maintenant, on l'a eu. On est fiers des Lions, fiers du Sénégal. C'est notre Sénégal, ouais! Explosion de joie à Dakar et dans tout le pays, mais surtout, promesse tenue par les joueurs, accueillis par le président Macky Sall à l'aéroport. On avait une mission avant de partir à cette canne-là. C'était de remporter cette canne. C'était un rêve pour nous tous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a effectué. Merci à vous tous d'être restés derrière nous. C'était ça la chose la plus importante, c'était que tout le peuple soit derrière nous. Aujourd'hui, vous l'avez été, on vous remercie de ça. Et grâce à vous, on a ramené ce magnifique trophée. Et il est pour vous, et surtout pour notre président, son Excellence Macky Sall. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Merci donc au coach Alioune El Tactico. Je l'ai dit, il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de bruit, mais il est efficace et il nous a ramené la Coupe d'Afrique avec son équipe vaillante. Le président sénégalais a décoré joueurs et staff. Honneur lavé et retrouvé aussi pour le coach Aliou Cissé, magnifié par son peuple qui commençait à douter de ses capacités à décrocher cette première étoile pour le Sénégal, lui qui avait manqué le pénalty décisif en 2002 face au Cameroun en finale. Il en est sans doute définitivement pardonné. Mais les gens, les souvenirs. Voilà ce reportage de notre partenaire VOA sur le parcours assez exceptionnel quand même du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée il y a quelques jours ici même au Cameroun. Alors Timothée Makongo, notre confrère disait honneur lavé et retrouvé pour Aliou Cissé. Et on le disait quand même dans l'une de nos éditions consacrées justement à cette compétition avec Zeyim Kwa, Yves et autres. C'était quand même un sélectionneur sénégalais qui était sous le banc de touche depuis plusieurs années déjà. Déjà depuis 2015, je crois 2015-2017, je crois qu'il est là. Et j'ai toujours salué cette initiative sénégalaise de prendre un entraîneur sénégalais. Et j'ai admiré le fait qu'ils aient été patients, qu'ils lui ont donné la partie. Et il faut dire que depuis que c'est entraîneur, il s'est toujours retrouvé dans les meilleurs, au top niveau. Dans toutes les cannes africaines qui ont suivi, le Sénégal a fait belle figure. Ils n'ont pas gagné forcément, mais ils ont fait belle figure. Donc on ne peut pas enlever un entraîneur qui, en réalité, s'est montré compétent et se maintient au top niveau des entraîneurs. Il n'a pas gagné, il n'a pas eu à gagner. Et chaque fois, vous savez, ces compétitions-là ont un côté
comment disons, nous les Camerounais dirions un peu chance, un peu Dieu, un peu tout. Parce qu'en réalité, les Comores auraient pu gagner cette CAN, la Guinée équatoriale aurait pu gagner, le Burkina Faso aurait pu gagner. Hein. C'était une étincelle qui vient de Dieu seul, hein, que le Sénégal a eu. Bon, maintenant, parler de mérite ou de supériorité, c'est difficile. Parce que quand vous voyez, même l'équipe d'Algérie qui a joué face à la Guinée équatoriale, en réalité, l'équipe d'Algérie, elle a fait des belles constructions. Elle était elle-même. Elle a raté beaucoup de buts. Mais il suffisait que Dieu ait décidé qu'un vent tourne de 2 degrés pour que l'Algérie marque 10 ou 15 buts. Mais c'est une réalité qui s'impose. Et il y a de quoi dire qu'on est fier. Parce qu'au fond, c'est les résultats qui justifient. Les supporters, les supportrices sénégalaises. C'est une masse de gens, ça soulève tellement de populations, tellement de passions, hein, qu'il faut reconnaître et il faut donner vraiment à César ce qui appartient à César, ce qui est revenu à Cissé. Hein. Je trouve que c'est... Bon, maintenant, j'aurais beaucoup, et moi je l'ai milité devant toi plusieurs fois, que souhaiter que le Cameroun ait un entraîneur camerounais. Nous avons de très bons cadres camerounais. Ça va pour tout de suite. Nous avons beaucoup de très très bons cadres. Depuis des années, nous soulevons ce problème-là. Hein, parce qu'à la fin, quand vous regardez l'entraîneur blanc, quel est le plus qu'il a apporté par rapport aux entraîneurs noirs qui ont succédé, qui ont parfois été excellents au Cameroun, hein? En réalité, rien de plus, rien de moins. Bon, on ne peut pas lui dire qu'il était mauvais, mais on ne peut pas dire qu'il était spécialement bon, parce qu'il n'y avait pas... Il n'a pas eu cette étincelle de quelqu'un de nouveau qui vient apporter quelque chose au Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit que qu'on arrête et qu'on commence à utiliser les cadres camerounais dans tous les domaines. Si nous avons des ministres camerounais, nous devons aussi avoir des entraîneurs camerounais. C'est quelque chose alors, Augustine, sinon, il faudrait voir les choses... Qu'est-ce qui se passe? Alors, Augustine, vous disiez tantôt que vous regardiez d'autres disciplines, hein, quand il s'agit du Cameroun qui joue notamment au niveau du football. Est-ce que vous avez été déçu aussi par l'élimination du Cameroun dans cette CAN? Quand le Cameroun a perdu face à l'Égypte, moi, ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal parce qu'on a laissé nos meilleurs joueurs derrière et du coup, quand je voyais comment on encaissait les buts, j'avais mal. Oui. Donc, vous estimez quand même qu'on avait sur le banc de touche des joueurs capables de se qualifier, si on les avait alignés. Si ils avaient fait la même chose qu'ils ont fait au dernier match qui s'est passé avec le Burkina Faso. Oui, c'est que nous ne devons pas perdre face à l'Égypte. Alors, Didier Yimkwa, il y a quand même cette polémique-là, après le sacre du Sénégal. Il y a évidemment, on a suivi le président Macky Sall qui a reçu la délégation sénégalaise, les joueurs, les encadreurs, et on l'a même entendu parler d'Aliou Cissé en l'appelant El Tactico, etc. Donc, mais après aussi, il y a un tollé véritablement sur les réseaux sociaux par rapport aux primes reçues par les joueurs, primes en termes de finances, les maisons, les terrains, etc. Est-ce que pour vous, c'était trop? Makeda, lorsque vous regardez, vous observez cette marée humaine, dites-moi, qu'est-ce qui peut déclencher un tel comportement si ce n'est pas le football? Dites-moi. Vous savez, aujourd'hui, les géopoliticiens pensent que le football est devenu un instrument du soft power. Ce que le président sénégalais vient de faire là aujourd'hui, c'est un grand coup politique. Il a reçu son équipe avec l'un de ses pires ennemis, Sonké, qui à un moment donné a failli le renverser avec des mouvements, des manifestations publiques. Donc il est là en pleine renaissance politique. Et on ne peut offrir que ce qu'on a. C'est pour ça que le politique investit énormément dans le football. Quand le président de la République, quand le président Biya décide d'offrir la CAN au Cameroun, il est le seul à avoir un agenda politique derrière cette CAN. Vous ne pouvez pas, sinon si vous n'êtes pas dans son cerveau, savoir exactement ce qu'il recherche lorsqu'il demande que son pays abrite cet événement qui appartient à la CAF. Et ça ne doit pas s'arrêter là.
Parce que si après la finale, la CAN ne s'arrête pas là, son agenda continue. Oui. Donc c'est pour vous dire que les gens se plaignent, qu'on a trop donné, peut-être aux joueurs de l'équipe nationale, de la Teranga. Mais non. Alors qu'en face, il y a les médecins, il y a les enseignants. Non, il faut faire attention. Qui sont aussi dans le besoin. Écoutez, on ne doit pas analyser ces choses-là de façon égalitaire. Ici, c'est l'équité. Ici, on parle de l'équité. C'est-à-dire, c'est comme vous allez, comment on appelle ça, sur la table espagnole, vous ne mangez que ce que vous apportez. Ce que le football peut apporter à un pays, le médecin ne peut pas l'apporter. Je n'ai rien contre les médecins ou bien les menuisiers. Et vous savez qu'en termes de diplomatie, en termes de branding, je parle là comme les communicateurs, il n'y a que le football qui peut apporter cela. Quitte à eux maintenant, je veux dire les Sénégalais, de valoriser cette victoire. Parce que, savez-vous, il y aura, et je suis convaincu qu'il y aura toute une équipe de communication, tous les experts de communication, qui vont valoriser cette victoire, qui vont capitaliser cette victoire, vous comprenez. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège des médias réticulaires qui pensent qu'on doit traiter les footballeurs ou bien les handballeurs au même niveau. Malheureusement, ce n'est pas ça. Nous sommes dans un milieu dans un libéralité. C'est comme ça. Parce qu'en termes de publicité, vous ne pouvez pas imaginer ce que ce football peut apporter. Et je voudrais, si vous me permettez, faire un peu de... Vous savez, l'histoire est pouvoir d'argument. Lorsque nous allions à la Coupe du Monde en 90, vous devez être très jeune à l'époque, vous ne pouvez pas imaginer la situation socio-politique au Cameroun. Le Cameroun était sur la brèche. La victoire du Cameroun des Lions indomptables contre l'Argentine, il ne m'en démentirait pas, a fait baisser la température à 37 degrés. L'épopée de Mila jusqu'au quart de finale. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que le Cameroun est devenu. Et je peux vous citer comme ça le cas en Égypte, lorsque l'Égypte... Mais l'Égypte... Moubarak était presque dehors. C'était au bord de la guerre, oui, à 86. Au bord de la guerre. C'est cette victoire, et il semble qu'on a même dit merci au Cameroun. On a dit merci au Cameroun. Parce que nous avons raté le pénalty. Il faut faire attention. C'était la guerre en Égypte. C'était la guerre. Le Cameroun gagnait. Cette victoire a ramené la guerre en Égypte. La paix. La paix, pardon, a ramené la paix en Égypte. Donc, moi, je pense qu'il faut aller au-delà du sport pour bien comprendre ces phénomènes. Donc, vous estimez que c'est une renaissance aussi pour le président? Mais que vous le voulez ou pas, il a reçu cette équipe avec tous les honneurs, avec tous les autres acteurs politiques. En ce moment-là, il ne parlait que d'une même voix, il ne regardait que dans la même direction. Et comme je l'ai dit, il va récupérer cette victoire. Et c'est tout à son honneur, vous comprenez, parce que l'histoire retiendra que c'est sous lui que l'Égypte a gagné, que le Sénégal a eu sa première victoire, son premier sacre. Tout à fait. Alors, Yves Désiré Kwala, Didier parle que le Sénégal devrait valoriser cette victoire, capitaliser cette victoire. Il est aussi question ici chez nous, le Cameroun, pays hôte de cette dernière Coupe d'Afrique des Nations, de voir comment valoriser, capitaliser aussi les infrastructures sportifs qui ont été justement aménagés dans le cadre de cette grosse compétition. Et aujourd'hui, on se demande bien, avec les stades qui sont là, que faire? Alors, que faire des stades aujourd'hui? Je dis, avant qu'on discute la dernière, enfin la CAN, Total Énergie 2021, j'ai eu la chance d'aller j'ai visité 2 stades. J'ai visité le stade de Kwekon et j'ai visité le stade de Limbe. Limbe, où on a pu disputer la CAN féminine. Oui, la CAN féminine il y a 4 ans. Alors, c'est la première chose qui m'a... Voilà, la première chose qui m'a choqué à Limbe, c'est que vous avez des salles qui ont des murs qui commencent à être fissurés. Fissurés du fait que ces salles restent fermées longtemps. Avec le sable marin, forcément, il y a des fissures un peu partout. Et je me suis dit, s'il faut moins qu'on essaie d'aérer ou alors d'occuper un peu ces stades, qu'on commence un peu à y jouer, que les gens travaillent réellement. Parce que quand c'est fermé, ça se fissure et ça se dégrade.
Alors, discutant avec certaines personnes, je me suis dit, je ne pense pas que ce serait exclusivement en faisant jouer des matchs de championnat de première division, déjà avec le championnat du Cameroun de football qui est comme il est là, en dents de scie, même c'est gentil. Bah, je me suis dit, je pense absolument qu'il faudrait qu'il y ait une espèce d'une agence. Ce n'est pas une agence, moins qu'une entreprise qui va prendre en charge la gestion des stades. Parce que si on compte sur l'État et notre façon de fonctionner, je ne suis pas certain qu'on puisse y arriver. Parce que quand je regarde Japoma, pour ne pas payer de l'Embe, je suis certain que les charges de ces deux stades en termes d'entretien par mois, ça va aussi vers je vais faillir dire, pour ne pas dire le milliard, vers beaucoup de millions. Donc il faudra absolument les rentabiliser. Pas seulement en disputant les matchs de championnat, comme je ne vais pas revenir sur notre championnat, on ne sait même pas quand il va commencer ou il va arrêter. Il faudra trouver absolument des agences qui pourront organiser des événements dans ces stades. C'est la seule possibilité pour nous de ce que ces stades existent. À la limite, moi j'ai dit au stade annexe de Bepanda ici, j'ai rencontré le coordonnateur, monsieur, j'appelle Richard, je retrouvais son nom. Je lui ai dit un jour, tu sais, je préfère même que tu organises des championnats des corpos, des vétérans, c'est des entreprises là. Au moins, ça te fait tourner le stade, c'est-à-dire que ça te permet quand même, parce que même le gazon qu'on met là, il faut le piquer de temps en temps. Il faut travailler dessus, ainsi de suite. Et je crois que lui, au moins, je sais qu'il y a des matchs qui se jouent là-bas. Fort heureusement, lui, c'est un stade d'entraînement, même quand il y a des compétitions internationales. Aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, écoutez, vous voulez jouer, je ne sais pas moi, il y a une compétition internationale de club ou même d'équipe. Venez en stage au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures pour... Quand j'ai vu, par exemple, le complexe de Moundi, de Yaoundé, je me suis dit, wow, on n'est pas très très loin des standards Clairefontaine. Vous avez le KKSA, puis vous me direz c'est un peu plus loin, mais je dis, c'est même bien, ce cadre est idéal. Donc moi je dis qu'il faudrait absolument qu'on ait une entreprise qui puisse faire tourner ce stade. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que le coordonnateur étant assis, parce que si, moi mon problème au Cameroun, c'est que dès que tu es fonctionnaire, tu sais que tu travailles ou pas, à la fin ou le 25, je sais pas quand il passe là, le salaire passe. Par contre, j'estime que si on met un monsieur qui a mis son argent pour entretenir ce stade, il va le rentabiliser. Je me dis, pourquoi ne pas faire des concerts? Aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup d'églises là, ça pullule chez nous au pays là. Donc du coup, ils peuvent aller loin là. Moi, j'ai vu Père Marie à Yaoundé, qui a pris le stade à Madoïdjo pendant, je sais pas moi, 2 semaines. Je sais, ça tournait, c'est-à-dire que pour moi, c'est vrai qu'ils ont un peu, moi, je défends un peu ma chapelle. Ils ont brûlé une partie du tartan, notre piste d'athlétisme. C'est ça aussi. C'est ça la conséquence, parce qu'ils ont mis un énorme groupe électrogène. Maintenant, je dis tout au moins, il faut organiser sûrement des spectacles, des soirées, je vois au Palais des Sports, on va faire les anniversaires tels que celui du chef de l'État. Si on le fait à Japoma, ça peut ramener un peu de sous. Ou non, je dis, c'est pour faire tourner. Parce que si on attend uniquement le championnat d'élite ou d'élite tout, ou à nous tout, je ne suis pas sûr qu'on puisse... c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je crois qu'il faut tout un nombre d'activités autour. Moi, je dis, même si c'est la fête de la jeunesse, organisez, faites travailler le joueur dessus. Je sais pas, faut... Parce que si je vous prends un exemple simple, nous, la Fédération d'athlétisme a lancé la saison le week-end dernier. Dites-vous bien que la Fédération loue le stade à 500 000 francs le jour. L'argent va où? Là, ça, c'est une autre question. Mais je dis, il faudrait qu'on sache exactement à quoi sert cet argent. Est-ce que c'est pour entretenir le stade? Donc il faut trouver des activités autour en fait. Alors c'est vrai, Françoise Avienkoa qui s'occupe de la réalisation ce soir, on devrait avoir en image le stade de Japoma par exemple. On sait quand même qu'il y a eu beaucoup de critiques au sujet de la pelouse du stade de Japoma lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors Didier, aujourd'hui la CAN elle est terminée, on a les infrastructures, on a cet état de pelouse qu'on voit là. Que faire justement? Oui, à l'époque, moi j'ai parlé de sabotage. Moi j'ai parlé de complot chez un de vos consoeurs ou confrères. Et ça a fait du buzz parce que je ne comprenais pas pourquoi un stade, cette pelouse-là, qui a reçu bien avant beaucoup de matchs, le CHAN, se retrouve dans un état piteux. Et puis, j'avais exigé au président du COCAN d'ouvrir une enquête. Mais quand je l'ai suivi l'autre jour à la CRTV, il a dit ceci, que l'état piteux de ce gazon naturel est dû au fait que le gazon vert n'avait pas assez, c'est-à-dire les rayons solaires
ne tombaient pas assez sur ces gazons-là pour la photosynthèse. Ça, c'est très grave. Est-ce à dire que l'entreprise qui a posé le gazon naturel ne connaissait pas l'architecture du stade? Ça, autant de questions qu'il faut se poser. Est-ce à dire que pourquoi les experts de la CAF et de la FIFA qui ont validé et certifié la pelouse n'étaient-ils pas au courant de l'architecture du stade? Ne savaient-ils pas que les rayons solaires n'allaient pas tomber sur du gazon? Ça, nous sommes dans une situation, si nous étions dans l'avion, on dirait que nous sommes en zone de turbulence. Cette déclaration du ministre de Sport est assez grave. Et à la fin, moi j'ai fait une publication exigeant au ministre, au président du COCAN, d'exiger réparation. Parce qu'on nous dit que la CAN appartient à la CAF. Donc si ces experts ont validé cette pelouse, ce gazon, cela veut dire qu'ils l'ont fait en connaissance de cause. Et en délocalisant le match de Douala vers Yaoundé, vous imaginez que ce que cela c'est une tache noire sur l'organisation de la CAN totale 2021 au Cameroun, même si on l'a joué en 2022. Donc il faut exiger réparation. Vous comprenez? Parce qu'on aurait pu croire autre chose, peut-être un problème naturel, mais il explique très bien que c'est un problème structurel. Le ministre, le professeur Narcisse Kombi, qui manipule très bien la langue française, nous le savons très bien, il parle très bien le français, il connaît la force des mots. Il a dit, il a répété plusieurs fois aux journalistes. C'est vrai qu'il était un peu gêné quand on lui a posé la question. Mais il a dit que c'était un problème structurel. Donc ça n'a rien à voir avec un problème naturel. Donc ceux qui ont validé, qui ont certifié cette pelouse-là, doivent nous rendre compte. En marge de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, maintenant, oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui, il faut dire que le CHAN, comme la CAN, ont été placés sous le prisme du développement durable. J'ai eu la chance de lire la COCADRE avec les pays, les villes hautes. Le développement durable veut dire ceci, c'est un développement qui assure les intérêts des générations actuelles sans toutefois inhiber ou bien compromettre la capacité des générations futures d'en jouir. Voilà comment la CAN ou le CHAN ont été organisés. Ça veut dire que ces infrastructures doivent permettre aussi aux générations futures d'en jouir. Et comment faire? Oui, lui, il a parlé, par exemple, qu'il faut valoriser, qu'il faut capitaliser ces stades-là. Et je suis d'accord avec lui. Au-delà même, par exemple, des événements musicaux, des concerts, pourquoi ne pas faire allusion aussi aux grandes funérailles qu'on voit un peu partout, les villages, les communautés. Bref, je pense que voilà l'occasion pour les collectivités territoriales décentralisées de faire quelque chose pour ces stades-là, vous comprenez. Donc, et c'est vrai que si je ne me trompe pas, il doit y avoir un office national des infrastructures sportives au ministère. Et comme il a si bien dit, on sait comment les fonctionnaires gèrent leurs choses. Vous n'avez qu'à voir le parcours Vita ici à Douala qui est dans un état piteux. Le parcours Vita ici à Douala qui est dans un état piteux. Les odeurs, vous vous demandez comment les gens d'une certaine classe qui font le sport là-bas peuvent exprimer cette accoutumance aux mauvaises odeurs sans réagir. Donc moi je pense qu'il faut placer ces infrastructures sous concession. Vous comprenez? Et puis, je suis convaincu que les privés, les initiatives privées peuvent amener quelque chose de valeur ajoutée à ces stades-là. Et pour chuter, moi, j'étais à Olembe, j'étais à Japoma. C'est quand même des choses... c'est du high-tech. Il y a vraiment du high-tech là-bas. Et puis, on sait aussi que beaucoup des instituts privés supérieurs au Cameroun n'ont pas de laboratoire. Pourquoi ne pas aussi leur ouvrir ces salles-là pour des enfants qui étudient soit dans l'électronique, l'électromécanique, ce qu'on appelle aujourd'hui le mécatronique, etc., etc. Ça, je crois que ces stades-là peuvent servir à beaucoup de choses pour notre jeune génération. Timothée.
Je voudrais un peu revenir déjà sur la première question que tu as posée à Ekola, et où il a très bien, il a donné de très bons éléments. Des initiatives privées dans le passé avaient déjà prévu, avant l'élaboration de tous ces stades, le futur de ces stades. Il y a eu des études tout entières, tu te souviens, il y a des mouvements pour le devenir, l'après-football, l'après-sport. Et qu'on a un peu résumé tout à l'heure, mais en réalité, Yves a un peu étoffé la chose, il y a tout un ensemble de dossiers qui ont été faits pour l'après-sport. Et puis je vous dis, vous ne pensez pas que le président de la République a pris sur lui, et ce serait ça son tort, de mettre tant d'argent dans un tel... C'est vraiment de la haute technologie. Hein, quand vous regardez ces deux stades, la très très haute technologie à tous les niveaux. Hein, le stade de Lembe n'est même pas encore terminé. Ils sont obligés de le terminer pour que ce soit rentable. Maintenant, les structures étatiques du Cameroun, nous le savons tous, elles sont endormies. Et nos fils de sport ou bien des infrastructures au ministère est endormi. C'est la mort. Pourquoi ne pas le regarder franchement? Il faut mettre en avant des hommes qui ont des compétences, qui ont des contrats. Hein, des contrats il parlait d'entreprise. Oui, il faut une entreprise. Il faut même une entreprise privée. C'est-à-dire que c'est avec pour gérer ces stades. Parce que l'événement est extraordinaire. Parce que ce que Ekola et Yves vont citer, ce n'est même pas assez. Ce n'est même pas assez. C'est qu'ils ont des événements sont nombreux. Plusieurs fois, que ce soit même le OJA, que ce soit même le KSA, il y a des pays comme le Maroc qui sont venus s'entraîner en douce. Le Nigeria, le Niger, le Tchad, même, ils viennent en douce s'entraîner pendant 5 jours, 10 jours. Hein? Le Cameroun, les Arabes sont venus, ont regardé le stade de Lembe, le stade de Japoma. Ils ont dit, c'est extraordinaire. Hein? C'est des stades qui peuvent inviter à travers le monde, mais il faut des hommes d'affaires, pas des hommes de l'État du Cameroun. Les hommes d'affaires. Non, il faut des hommes qui sortent du privé, qui veulent vraiment... Qui travaillent pour le profit, c'est des vrais capitalistes. Hein? Pas des hommes qui sont sûrs qu'ils vont avoir un salaire. Vous voyez tous ces gens-là qu'on appelle président du Kokan, président du truc, en réalité, ils nous ont endormis. Et les déclarations qui étaient faites à la télévision, ça fait vomir. Ça fait même trembler. Quand on regarde l'ampleur de l'investissement, on a peur. On se dit, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Mais ils ont des très très beaux discours. Ouais. Tous, vous prenez le ministre, c'est un très beau parleur, vous prenez les autres, c'est tous des très beaux parleurs, mais qui n'ont rien derrière, rien. En fait, ils ont un truc. Comment on va rentabiliser? Qu'est-ce qu'on va gagner dans cette histoire? Mais il faut absolument qu'ils pensent aux générations à venir. Ouais. Et vie humaine, là, j'ai rapidement fait ces 70-80 ans. Il y a les générations qui viennent. Elles sont nombreuses. Nous ne pouvons pas penser à nos ventes tout simplement maintenant. Il faut absolument... Est-ce que vous avez peur? J'ai peur de ces hommes qui nous dirigent. On a un peu vu ce que sont devenus les stades. Les stades. Au Gabon. Au Gabon, voilà. Après la guerre. C'est normal qu'on ait peur. Oui. Donc, je dis, il faut absolument qu'il y ait des hommes qui n'ont rien à voir avec la peur au ventre des gouvernants. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Dès qu'on est ministre, celui qui est coordinateur de stade de droit, il dépend du ministre, il est dans la boîte du ministre, et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il faut des hommes qui raisonnent. Mais est-ce que quand même, quand vous évoquez des événements, etc., est-ce qu'il n'y a pas risque que ces infrastructures soient quand même abîmées ou alors... Mais quand il y a un contrat de performance, vous ne pouvez pas mettre de la haute technologie à ce niveau-là sans penser à la maintenance. La maintenance est sacrée. C'est une réalité sacrée. Vous ne pouvez pas penser qu'il n'y ait pas de maintenance. Ce qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est un simple problème de maintenance. Hein? Et même s'il y a, je sais pas, il y a tellement d'événements. Tout à l'heure, il évoquait même les deuils. Il y a des grands deuils au Cameroun, des grandes cérémonies, des grands mariages, des grands tout. Des événements musicaux. Des événements musicaux, des événements dans tous les domaines. Et là, c'est même une occasion pour nous battre sur les routes. Hein. Oui. Il y a même des visites aussi, parce qu'il y en a pas mal qui... Oui, on peut même faire l'État peut même profiter de ces stades. C'est devenu un site touristique. Un site touristique. Moi, je vais vous dire, il y a des gens qui sont allés au Lembe. Ils sont allés au Lembe, pas parce qu'ils allaient voir les matchs de football, ils allaient découvrir ce qu'est Lembe. On a eu le cas avec Japoma ici à Douala. Voilà, exactement. Maintenant que les gens connaissent Japoma, très peu de gens sont intéressés par Japoma. Mais moi, j'ai ouvert la bouche quand je suis arrivé au Lembe. J'étais fasciné, je me suis dit, c'est Camerounais. Ouais. C'est Camerounais qui ont fait ça. À votre époque, il n'y avait pas ça, Timothée. Mais on ne pouvait pas avoir ça. Nous avions Rabat Doyer de réunification. Déjà, réunification, mais pas parce que... Est-ce que vous savez qu'au stade de la réunification, là, il y a un sous-sol avec un hôtel. En fait, il y a un hôtel frais au sous-sol de la réunification qu'on a condamné.
qu'on a fermé. C'était prévu. C'est existé, ce n'est pas que c'était prévu, c'est existé. Nous avons dormi au sous-sol du stade de la Réunification, avec des douches très bien, des chambres très bien aérées. Le groupe électrogène qui est mort là maintenant pouvait alimenter tous mes pandas. Tous mes pandas, je dis bien tous mes pandas, non seulement le stade, mais tous mes pandas. Mais pour 16 millions de fois, il est resté 30 ans sans qu'on le répare. Parce qu'il s'agissait d'un ministre qui devait débloquer l'argent. Alors on préférait aller louer un éclairage. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Quand je regarde, j'ai vu Olembe, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on va faire? Parce que rien que la capacité à la maintenance de ce stade, c'est toute une équipe. C'est des salaires terribles. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est... Et vous aurez aimé jouer quand même dans un stade comme ça, à votre époque. Le problème n'est même pas de jouer dans un stade comme ça. Le problème, c'est que le Cameroun ait une infrastructure comme ça. Il y a un hôtel de bon niveau, à Douala comme à Yaoundé. Il y a des stades de handball, de basketball, de tout. En fait, on peut faire tout ce qui est possible. C'est-à-dire qu'il faut une équipe d'hommes qui n'ont rien à voir avec les endormis de l'État. D'accord. On va vous proposer cet extrait du passage du ministre des Sports sur les antennes de la chaîne nationale il y a quelques jours. Il est revenu sur le bilan de manière globale du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique et des Nations. Il était aussi question quand même qu'il se prononce sur un éventuel départ ou pas du sélectionneur des Lions indomptables, très critiqué dans cette compétition. Écoutez la réaction du ministre des Sports. Écoutez, nous avons, et le chef de l'État l'a rappelé dans son message de félicitations aux Lions, nous avons une interpellation. C'est celle d'une équipe qui doit se remettre au travail pour affronter les échéances futures. Et à l'immédiat, nous avons les barrages de la Coupe du Monde Qatar, qui se jouent au mois de mars. Soyons raisonnables. Il faut savoir d'où nous sommes partis. Il faut savoir d'où nous sommes partis. Nous sommes dans une phase de refondation, de reconstruction d'une équipe. Et lorsqu'on regarde, j'en suis le témoin oculaire comme bien d'autres Camerounais, il faut que la raison puisse prédominer. Lorsqu'on regarde le palmarès des matchs qui ont été livrés sous ce qu'on peut appeler l'ère Conceição, vous avez 23 matchs. En 23 matchs, vous avez 14 victoires. 7 nuls, c'est-à-dire 21 matchs sans défaite et 2 défaites sur 23 matchs. Et sur ces 23 matchs, vous avez eu 14 matchs sans aucun but encaissé. 14 matchs sans aucun but encaissé. À l'issue des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette sélection a été classée première. À l'issue de la phase des groupes de qualification, lors de la CAN, la sélection camerounaise a été classée première. À l'issue des phases de groupe, même de la CAN, il ne faut pas l'oublier, la sélection camerounaise a été classée première et je rappelle qu'elle a été classée troisième, elle était sur le podium avec une médaille de bronze. Est-ce qu'on ne peut pas avoir mieux, par exemple, en s'inspirant de l'exemple sénégalais qui a gagné le trophée final de la CAN avec Aliou Cissé? Mais écoutez, un entraîneur je ne veux pas entrer dans ce jeu de comparaison. Puisque, mais c'est une question que les Camerounais se posent. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un coach camerounais? Il se la pose. Le Sénégal avait un coach sénégalais l'année dernière, mais il n'a pas remporté le trophée. Ce n'est pas une panacée. Et chaque fois que nous avons remporté des trophées, il ne me semble pas, je ne suis pas ministre des Sports, mais j'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Cela n'implique pas nécessairement ceci, ce que vous dites, mais je voudrais dire que l'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans 1 mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Alors Didier, là un peu les arguments qui moi je amènent pense le ministre vous savez, qu'il faut conserver le staff technique.
Moi, je ne voudrais pas revenir sur le match Cameroun-Égypte. Parce que nous étions ici. Tous les experts de questions du football ont accusé le... Comment vous appelez ça? Le coaching pendant ce match. Que le ministre fait ce qu'il est en train de faire là et qu'il laisse le nom du chef de l'État tranquille. Je ne suis pas sûr que Paul Biaconé connaisse ça. C'est le plus nul des entraîneurs de cette CAN. C'est quand même force que vous... Je le dis et j'assume. Ça l'engage. À mon âge, il y a des choses qu'on doit dire. Le ministre, le professeur Mouelekon, il ne peut pas imaginer comment sa cote de popularité a chuté après cette sortie. Nous sommes du Cameroun d'en bas. Le vrai. Le Cameroun vrai. Alors, parce qu'il a dit pas le Cameroun virtuel. On ne va pas changer de coach maintenant. C'est pour ça aussi. On peut aussi lui demander pourquoi ils ont, comment on dit ça dans les termes de contrat, comment ils ont prolongé le contrat de ce monsieur-là, de ce monsieur-là avant la CAN. Vous croyez que les Camerounais sont bêtes? Ils savaient que ce monsieur-là, s'il va faire ce qu'il a fait à la CAN là, on ne pourrait rien faire parce que le contrat est déjà là. Vous comprenez? Donc il ne faudrait pas que, si le ministre, aussi intelligent qu'il soit, avait pensé un temps soit peu au Cameroun, à la génération future, il aurait pu attendre la fin de la CAN pour voir si on peut renouveler le contrat de Conceição. Le contrat était arrivé à expiration déjà. Ah bon? Oui. Il fallait soit renouveler, soit changer. Mais bien sûr, on pouvait faire un linkage. Mais c'est les hommes qui font les contrats, non? Bien sûr. Vous croyez que lui, il est professeur d'université, non? Pourquoi qu'il n'y a pas de juristes au Cameroun qui sont capables de trouver une solution? Si dans nos associations villageoises, il y a des papas qui n'ont pas le CEPE, parviennent à concocter des textes et faire durer des associations de 50 ans, c'est les universités qui ne seront pas capables de trouver un linkage pour faire, pour lui dire que bon voilà, tu joues, après on va voir après. Je vous rappelle que le sélectionneur burkinabé a été viré. Hein? Oui. Vous êtes d'accord avec moi que cette équipe, malgré ce parcours élogieux, mais oui, on ne peut pas venir quand même danser pour une 3e place. Nous allions pour prendre la 6e étoile. Ouais. Donc moi je pense que monsieur le ministre, comme je l'ai dit, qu'il laisse d'abord le nom du chef de l'État tranquille et puis qu'il gère le bilan du COCAN tranquillement. Lui seul sait pourquoi il garde encore ce monsieur-là, qui est même incapable de parler directement avec les joueurs. Vous comprenez? Alors, Yves. Non, moi je dis qu'on a tous écouté cet extrait, parce que moi j'ai eu la chance d'écouter, j'ai suivi carrément toute l'émission, Actualité Hebdo. Et je vais dire que comme à Didier, c'est-à-dire que si le ministre était à un niveau de, je vais dire quoi, de notoriété positive, hein, je veux dire ça comme ça là, je pense qu'effectivement il a un peu baissé sa cote, parce qu'il est de manière, parce qu'aujourd'hui quand il évoque par exemple le fait qu'on soit 3e et qu'on doit, c'est-à-dire que les Camerounais doivent s'enorgueillir, je pense que c'est une très très grosse insulte pour nous, parce que honnêtement je crois qu'on ne peut pas perdre la CAN avec, c'est-à-dire on avait les éléments pour la gagner. Alors, si vous voulez me justifier que je suis dernier alors que j'ai les capacités, je me console d'être 2e ou 3e alors que je suis mieux que les premiers, je suis très honnêtement désolé. Maintenant, écoutez, l'excuse selon laquelle on prépare un match contre le barrage contre l'Algérie, c'est imminent, c'est dans moins d'un mois, c'est le 24 pour le premier match et je crois 3 jours après. Je pense que ça c'est une très très fausse excuse, parce que le Nigeria par exemple arrive à la CAN avec son entraîneur, mais dans les gradins, il y a son successeur. Bon, maintenant, moi, je pensais que sur le plan stratégique, c'était un peu une erreur. Mais je pense que, regardez, on a évoqué ça, on vient de parler du Burkina Faso, qui est 4e. Avec ce qu'on a vu du Burkina Faso, qui a mené le Cameroun 3-0, il rentre. Non, pas renouveler le contrat. Il est viré. Au jeu au Cameroun, nous, plutôt on est 3e. On est en train de se l'encenser, l'entraîneur est très fort. On est en train de faire son bilan aujourd'hui, il a fait 24 matchs, 23 matchs et compagnie. Quels sont les matchs qu'on a perdus? Mais si vous perdez des matchs aussi, d'une manière aussi, j'ai failli dire stupide, contre l'Égypte qu'on aurait pu gagner, parce que si on avait les armes pour gagner l'Égypte.
Donc, aujourd'hui, on vient se consoler d'une 3e place. Les gens, peut-être, ont fait les couvercles de casserole en route, mais pour moi, c'est une honte. Pour moi, c'est une défaite. Il y a des victoires que je ne compte pas. Honnêtement, si vous dites qu'on a gagné le Comores, on a gagné la Gambie, on a gagné l'Éthiopie, on a gagné le Cap-Vert, et si vous estimez que c'est ça les victoires, ben, je suis sûr que maintenant, si nous sommes autour de ce plateau, je prendrai un modèle de Camerounais aujourd'hui, de jeunes Camerounais, je vais dire même ça comme ça. Si on compte les combats qu'un Gano a gagnés, et qu'on dit qu'il a gagné Augustine, il m'a gagné, il a gagné Lydia, il a gagné Didier, il a gagné Timothée, je ne sais pas sûr que vous puissiez me dire qu'un Gano est fort. Non, je suis désolé. Quand il gagne ce qu'on voit là-bas, là, je dis oui. Parce que moi, j'ai pris des exemples très simples en disant que voici un match de Conceição. Depuis qu'il est arrivé, j'ai vu le match contre la Côte d'Ivoire à Japoma qu'on a gagné fort heureusement. Et après, j'ai dit, voilà, l'autre grandeur nature, là où moi je l'attends, c'était contre l'Égypte. On a perdu. Absolument. Mais si vous gagnez l'Éthiopie, on dit on est fort. On a gagné les Comores avec un latéral qui allait au goal. On a marqué à peine 2 buts. On a gagné le Burkina Faso en match d'ouverture avec 2 pénaltys. Donc, on n'a pas marqué réellement. Bon, c'est un coup du jeu. Bon, ça compte, je sais. Ça fait partie du match. Hein. Oui, je sais que c'est ce que vous aviez dit. Mais je veux dire que si vous regardez de manière générale, donnez-moi le nom d'une équipe qu'on a gagnée. C'est-à-dire, quand je dis équipe, mettons-nous au niveau Sénégal, Égypte, Algérie et compagnie. Mais regardez, il y a que la Côte d'Ivoire qu'on a gagné. Aujourd'hui, on vient bomber le torse, on dit on est 3e. Où? Contre qui? Donc je dis, attendez, ils sont un peu sérieux. Malheureusement, tout le monde est en train de vouloir les entraîneurs nationaux. Timothée en parlait. Je suis désolé. Si vous avez des adjoints qui sont là plutôt comme des miroirs, qui ne peuvent même pas parler, parce que moi, je disais une fois sur ce plateau, que moi, je suis Camerounais. Ouais. Je ne peux pas avoir ce que moi, j'appelle un blanc. Parce qu'il est sélectionné national, moi, je suis son adjoint. À un moment qu'on est en train de jouer une demi-finale, je me lève, je le dégage. Je suis désolé. Tout à fait. Moi, j'ai vu les entraîneurs égyptiens, le 3e entraîneur, on a vu l'ancien gardien, comment il s'appelle Adari. Se lever, l'entraîneur gardien, se lever, mais parler plus plus agité que Kéron. Non, mais regardez, parce que le gars, il a joué. Il a du vécu. Il a le sang égyptien dans ses veines. L'autre bonhomme, là, il est comme le Camerounais, là, comme Conceição, là, ils sont quoi, portugais. Portugais, ouais. Ben, excusez-moi. Je dis que Timothée, tu n'as pas la même réaction quand tu regardes le match, le Cameroun, que toi, tu as porté là. Quand tu regardes pas le match comme monsieur Hick, monsieur, je sais pas qui, monsieur Lambda. Donc je dis, si vous avez les gens, on veut les Camerounais, je suis d'accord. Mais vous avez sur le même banc de touche, il y avait François Mambiek, vous avez Jacques Songo. Bon, Olembe, je ne connais pas très bien leur poste, peut-être tous là ils sont assis. Néanmoins, quand vous êtes team manager ou pas, vous avez porté notre maillot, vous avez cette fierté. Vous savez ce qu'on appelait chez nous le fighting spirit. Ouais. Vous ne pouvez pas rester assis parce que vous êtes l'adjoint de quelqu'un comme ça. Je suis désolé. Maman, tu dis que mon ami, tu sais quoi? Va t'asseoir. Tu cries maintenant sur les joueurs. Je ne sais pas quelle langue il leur parle. Je ne sais pas exactement. Mais je dis, si on a déjà aussi à MOF que les entraîneurs adjoints qu'on a ici au Cameroun, je suis désolé. C'est normal qu'aujourd'hui, l'autre là, on le remette là à venir faire son show, venir prendre l'argent et puis après, il va repartir. Mais je dis, c'est triste qu'on ait reconduit ce monsieur. Maintenant, les raisons du ministre, je crois que lui, il les maîtrise. Et là, il justifie, par exemple, ce maintien avec les résultats qu'on a. Mais sauf que dans ce même pays, je connais un entraîneur qui avait de très bons résultats en football féminin, Suzanne Doko, qui avait un super parcours, mais vous êtes offert le luxe de le virer. Donc, je dis à un moment, si c'est les résultats qui font récupérer dans la faveur de l'entraîneur, vous le maintenez. Mais lui, je suis désolé, je répète encore que si tu gagnes les pays, je n'insulte personne, tels que les Djibouti, je ne sais pas moi, les Comores, bref, je veux dire des pays de seconde zone, n'ayons pas peur des mots. Avant, on parle du Cameroun, on parle quand même du Cameroun. Donc mettons-nous au niveau, c'est-à-dire que si tu te consoles d'être 2e, ou non, tu es pas, je suis 5e, mais l'autre a eu 0, maman. Donc toi tu as 8, tu dis à ta mère que tu n'es pas le dernier, et que ta mère dit tu es fort mon fils, tu n'es pas le dernier de la classe. Je dis, je suis désolé. Alors, on va, avant peut-être de parler d'athlétisme, une dernière réaction sur ce sujet. Disons que Didier et Colomb ont tout dit. Mais ce que je voudrais absolument dire, faire remarquer, c'est que c'est trop facile pour les hommes politiques de se réfugier derrière un discours, une parole politique du président de la République. Le président n'a rien dit. Le président n'a rien dit. Ils viennent tous là, ils disent le chef de l'État. Sportif, il le connaît. Depuis qu'il est venu. Et puis là, vraiment, de vous à moi, de vous à moi, j'ai du mal à dire autrement ce que Didier et Colomb ont déjà dit. Mais ce que je voudrais faire remarquer, maman, le Cameroun
nous avons, je dirais ce que Sissa a dit, l'entraîneur du Sénégal. Il a dit que le Cameroun a une belle gamme de surdoués. Mais ils ont un problème, ils improvisent toujours. Ce qui fait que si vous dites au Cameroun qu'il y a une compétition demain, mettez n'importe quel entraîneur, il prendrait le Cameroun parce qu'il a les éléments pour faire une compétition. Bah oui. Tu comprends? Conceição a trouvé, nous avons une belle plage, un beau bouquet de joueurs. Vraiment, nous avons au moins 30 joueurs nous pouvons former des équipes nationales d'égale valeur. Hein, là-dedans. Tu comprends? Et il y a des gens qui... Moi, j'avais mal quand j'ai dit que j'avais trouvé qu'au début, hein, par exemple, Choupo-Moting fluidisait les jeux d'une certaine manière. Hein, mais bon, on ne l'a pas utilisé à bonne raison avec Aboubakar. Bref, il y a tellement de raisons. Yeah. Mais j'ai dit que mettez un Camerounais avec ce beau bouquet de joueurs-là, nous allons faire les compétitions. Parce que nous, en réalité, ce n'est pas la préparation qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est gagner. Et cet esprit doit changer. Cet esprit doit changer. Nous devons être capables de nous préparer, d'assurer la maintenance, d'assurer le suivi, d'assurer un certain nombre de choses pour que nous arrivions. Vous avez vu, quand nous avons eu les 3-0 là contre le Burkina Faso, en fait, ce n'était pas l'entraîneur. C'est cet esprit naturel qui s'est réveillé en nous, qui a dit, mais c'est pas possible, nous les Camerounais. C'est cet esprit qui s'est réveillé naturellement, mais ce n'est pas l'entraîneur qui a dit, réveillez-vous, faites quelque chose. Hein? Mettez n'importe quel entraîneur là-dedans. C'est pour ça que je dis, si nous avons, au niveau des sociétés africaines, nous avons des directeurs noirs, des ministres noirs, des services noirs, pourquoi au niveau du football, nous avons encore un entraîneur blanc? Parce que je ne vois pas. Le discours du ministre est nul et de nul effet. En fait, il se moque des Camerounais. Hein? Je ne vois pas comment un ministre peut venir tenir un tel discours. Alors, tout à l'heure, Didier le disait, c'est un intellectuel. Bien sûr. C'est un professeur. Malheureusement, chez nous, les professeurs sont tellement pleins que c'est eux qui font toutes les soupes maintenant. Et donc, d'après vous, malgré les barrages de la Coupe du Monde, il faut absolument mettre un Camerounais. Le bouquet est très beau. C'est le mois de mars. Hein, oui, non, c'est pas un problème. Et vous êtes très bien placé pour savoir que c'est important que le Cameroun puisse se qualifier quand même. Mais bien sûr. Et alors, je dis, nous avons un très beau bouquet de joueurs. Donc vous à utiliser tous les tous les entraîneurs camerounais. Vous avez déjà vu la liste des entraîneurs du Cameroun? Ils sont au même niveau que beaucoup d'entraîneurs de la FIFA. Hein? Ils sont capables de maintenir un certain niveau, un certain équilibre, et ils sont camerounais, un certain état d'esprit. Maintenant, les choix qui sont faits, par exemple, par rapport au Mambié, que les autres là, c'est des choix de faibles qu'on prend pour dire oui, monsieur, oui, monsieur. Mais en réalité, il y a des hommes qui ont de la carrure. Mais c'est quand même des anciens lions. Je vous dis qu'il y a des hommes qui ont de la carrure. Nous, dans les anciens lions, vous pensez que le 90, là, c'était l'entraîneur? 90, là, c'était l'entraîneur? Le bon qu'Oman Billy fait, hein, c'était l'entraîneur. Ça ne pouvait pas être l'entraîneur. C'est cet état d'esprit que vous avez vu Maradona. Et quand il a fait mal, lui-même, il a compris que c'était le carton rouge. J'ai dit, ce n'était pas les entraîneurs. C'est un état d'esprit qui est né chez eux, qui existe. Et un entraîneur camerounais peut voir. Jean-Paul Akon a un peu reçu au Cameroun avec les Jeux Olympiques. Et il a reçu un peu au Tchad. Il n'a pas un peu réussi. Hein. Non, il a réussi. Parce que quand le ministre Akon a gagné les quatre, mais qui ne perd pas de vue que non plus on a gagné les Jeux Olympiques. Avec Jean-Paul Akon. Oui, vous savez, moi je suis étonné quand j'entends un ministre. D'abord, citer le président de la République, parce que ça veut dire que le président de la République est je vais dire quelque chose. Ekwala dit quelque chose de pertinent. Oman Biyik a raté une occasion en or de prendre cette équipe. Oui. Oui. Il dit, il avait tout. Quelqu'un qu'on a vu marquer devant Maradona en 90, il avait tout pour arracher cette équipe à Conceição. Si c'était levé un moment. En disant non, jamais. Dire à ce monsieur-là, monsieur, asseyez-vous, c'est moi, je suis mais c'est une histoire de sous. Et travailler. Didier, c'est une histoire de sous, ça commence par la présidence. Imaginons qu'un instant, il s'était levé et combattait l'Égypte. Pourquoi que le ministre allait reconduire cette histoire avec Conceição?
Il faut comprendre ça. Il a raté une bonne occasion de prendre l'équipe nationale. Il a montré qu'il ne peut pas tenir. Il a montré qu'il n'est pas digne de cette équipe. C'est un jeu financier, un jeu politique qui part de la présidente de la République, le premier ministère, le premier ministre des Sports. Ce qui fait que les en hommes tout cas, qui sont là, les propos du ministre sont clairs. Hein? Le sélectionneur va donc continuer. En fait, c'est lui, il a décidé contre tous les Camerounais. Parce que là, c'est une décision personnelle qui ne concerne pas la masse des Camerounais. Il pas des élections présidentielles. Il a une chance. Tout à l'heure, on a parlé des passions que soulève le football. La différence, le football peut créer une guerre. Oui, mais c'est clair. C'est des passions. Non, mais c'est de manière discrétionnaire qu'il a le droit de nommer qui il veut. Il a ce droit aussi. Il a ce droit. Sauf que tout à l'heure, ce qu'on vient de voir, là, ce qu'on vient de voir... Et même la DTN. Parce que la DTN, c'est des experts. Non, mais je dis, les images, par exemple, qu'on vient de voir au Sénégal. OK? Et je crois que Didier l'a dit parce que généralement on récupère beaucoup, c'est-à-dire on est champion du monde de la récupération. On ne sait pas comment est-ce que Françoise est allée par exemple au Bango, est allée aux Jeux Olympiques, les 2 Jeux Olympiques où elle ramène médaille d'or. Qu'est-ce qu'on a fait à son retour? Il y avait les tam-tams à l'aéroport, chacun récupérait ça à sa façon. Donc c'est pour dire que faisons attention. On se plaint. Mais quand il y a les tambours et les... non, c'est que tu es sorti dans l'anonymat et tu es revenu en star. Donc moi je parle plutôt de l'inverse. Je dis, vite fait, vraiment, je veux dire que j'ai regardé par exemple l'élection ce que ça a soulevé au Cameroun, l'élection à l'Africa Foot. Je ne suis pas sûr que l'élection que j'ai vécue de l'Africa Foot, par rapport aux élections même présidentielles au Cameroun, ont agité autant les gens. J'étais à Yaoundé pour un autre événement qui avait trait à l'athlétisme, mais j'ai vu le mouvement qu'il y avait derrière. Si par extraordinaire, l'actuel président de l'Africa Foot perdait les élections, ça aurait pu soulever un mouvement terrible que vous n'imaginez pas. C'est vrai, terrible. Aujourd'hui, cette reconduction, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Le Cameroun perd contre l'Algérie à Japoma. S'ils maintiennent Japoma, parce qu'en même temps, je vous connais très fort Cameroun. Si le Cameroun perd à Japoma, est-ce que le Cameroun gagne? Attention à la réaction des Camerounais. S'ils gagnent, il n'a rien fait, je suis désolé. Je dis parce que moi je suis pas football, je suis pas entré de football. On va dessiner le diable sur le mur. Même tout à l'heure, Augustine a dit que quand elle a vu les changements qu'on faisait, elle n'était pas d'accord. Elle qui dit qu'elle suit au moins le football, ça veut dire que c'est une sportive, oui, mais qui n'est pas football. Tout à fait. Elle n'a pas même l'analyse que nous ici, mais je dis, elle a réagi à l'entraîneur mal fort, parce qu'elle a vu que le Cameroun avait quand même d'autres pièces qu'on n'a pas mises. On a préféré mettre des gens peut-être de moindre, d'après nous tous, qui valent moins que ceux qui étaient sur le banc de touche. Non, je dis que cette reconduction peut aussi avoir un effet un peu compliqué en cas de défaite. Je ne le souhaite pas. En cas de victoire? En cas de défaite. Mais c'est très compliqué. Ou de non-qualification, si vous voulez. Prions contre parce que nos victoires ont toujours été... Les arbres cachent la forêt au Cameroun. On va attendre le mois de mars, en tout cas, pour voir et espérer que l'équipe nationale du Cameroun se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde, Timothée. Moi, j'ai dit, attendez le mois de mars, mais en réalité, je m'en fous complètement du phénomène entraîneur. Je pense que nous avons un très beau bouquet, un très beau bouquet de joueurs, très bien fait. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Maintenant, il suffit de configurer un homme, un Camerounais, lui dit, maintenant, prends ça, prends ton contrat, fais ton contrat de performance, essaye. Je vous jure, un Camerounais réussirait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que au fur et à mesure que ce débat revient sur la nationalisation de postes de sélectionneurs de l'équipe nationale senior de foot, c'est un débat qui ne se pose pas seulement au Cameroun, même dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, Aliou Cissé est sur le toit de l'Afrique. On a vu l'entraîneur Kamou Malo du Burkina. On a vu aussi, même du côté de la Guinée, on a vu pas mal d'Africains qui étaient très bien. Et même du côté du Nigeria. Qui étaient très bien. Est-ce que à un moment donné de l'histoire, Timothée, c'est pas un problème qui va se résoudre tout seul? Non, il ne peut pas se résoudre tout seul, parce qu'en réalité, à un moment donné de l'histoire, nous avons eu des entraîneurs. Moi, j'ai connu comme entraîneur noir Djelezek, j'ai connu des gars, Thierry Mangé, il y avait des entraîneurs camerounais qui étaient très bons. Excellents, je vous assure. Mais il y a eu un phénomène nouveau qui est entré, qui est un phénomène essentiellement financier. Pourquoi ne pas le dire depuis que c'est un phénomène financier? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a des prélèvements, de l'argent qu'on ne prend pas derrière sur les entraîneurs qu'on prend. On va vous dire qu'on paye 80 millions de francs par mois à un entraîneur, alors qu'on lui doit arrêter 50 millions, que 30 millions reviennent aux gens qui te trouvent. C'est un problème d'argent
qui a pourri le football camerounais, hein, tout simplement. Et dans cette réalité d'argent, les hommes politiques qui sont entrés corps et âme. Hein, ils s'en foutent. Je ne crois pas un seul instant que c'est l'amour du football, l'amour du Cameroun qui les marque. Vous réalisez ce que c'est qu'un nationaliste, des gens qui pleurent dans la rue, les cris qu'ils ont, les cris qui viennent du fond de leur cœur, qu'ils ont dans la rue. Vous imaginez que les gens meurent quand quelqu'un rate un pénalty? Vous vous amusez? Mais c'est terrible. Hein. Le football soulève des passions extraordinaires que rien au monde n'arrive à soulever partout dans le monde. Vous allez au Brésil, vous allez même en Chine maintenant, qui étaient les pays froids. Le football commence à faire des roules terribles. Hein. Mais au Cameroun, on s'amuse avec ça. J'ai dit, le ministre, là, quand il tient ce discours, c'est parce qu'il est protégé quelque part plus haut. Et celui qui est protégé plus haut dit que, bon, je vais raconter une belle histoire au président de la République pour lui raconter. C'est pour ça qu'ils se sentent obligés chaque fois de citer le président de la République, alors qu'en fait, ils peuvent défendre la réalité de ce qu'ils croient. D'accord, d'accord. On va parler, en tout cas, on va voir comment ça va évoluer au niveau de l'équipe nationale de football du Cameroun. Pour le temps qui nous reste, on va s'intéresser à la grosse actualité de ce week-end. C'est évidemment la 27e édition, Yves Désiré Ekwala Augustine, de la course de l'espoir, l'ascension du Mont Cameroun, qui a donc lieu, évidemment, comme chaque année, du côté de Boya, dans la région du sud-ouest. On a une athlète sur ce plateau qui, on imagine, d'un moment à l'autre, vous allez vous déplacer pour aller à Boya. Dites-nous un peu, à quelques jours, Augustine, de cette grande compétition qui figure quand même comme l'un des événements majeurs du calendrier sportif depuis des dizaines d'années. Voilà, au Cameroun. Comment est-ce que vous vous sentez? Oh, je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise parce que, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, pendant mes entraînements, je n'ai eu aucun bobo et du coup, je n'attends que le jour. Je continue encore. Vous vous êtes préparé pendant combien de temps? Pour moi, 2 mois. 2 mois. 2 mois. Alors, vous serez par votre première expérience concernant évidemment l'ascension du Mont Cameroun. Racontez-nous un peu votre parcours dans cette compétition. Mon parcours, bon, la première année où je suis allée au Mont Cameroun, j'ai fait je suis arrivée au sommet juste parce que je voulais découvrir. C'est pas parce que je voulais gagner. Davantage la curiosité était ça. Je voulais découvrir à quoi ressemble le Mont Cameroun. Et la deuxième fois, je suis allée, je n'ai pas fait. Je suis allée avec les vétérans parce que je n'étais pas en forme. Et l'année passée, je suis allée aussi là. Je suis allée jusqu'au sommet. Et je m'étais entraînée juste 1 mois et je suis rentrée. J'étais parmi les... J'étais 13e. Ma position était la 13e position. Senior. Et je ne m'étais pas aussi du tout entraînée. Bon. Et en même temps aussi, j'allaitais. Ça fait sortir de maternité. C'est très important, ça. Bon, cette année, c'est la 4e fois que je vais aller. Et je vais aller jusqu'au sommet. C'est prêt à Dieu. Prions. Ça sera votre 4e participation donc, cette année par rapport à cette course de l'espoir. On va revenir à vous dans un moment. Yves Désiré Ekwala, peut-être des informations importantes, ce qu'on devrait retenir avant le début de la compétition en elle-même. Bon, à retenir, je crois que la date est connue et officielle. C'est samedi 19, la course elle-même. Il y a la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre des Sports. Le vendredi 18 à partir de 14h. C'est le patron des sports de toute façon. Oui, voilà. Je l'ai dit quelque part. J'ai dit c'est pas le ministre du football. Parce que quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il n'était pas par là submergé par la CAN. Je lui ai dit non, il trouvait le temps quand même de faire des réunions. Parce qu'on a eu des réunions. Il a tout le calendrier des événements sportifs et surtout ceux de souveraineté nationale. Donc, il en a fait des réunions avec lui plusieurs fois pendant la CAN, après la CAN, avec ses collaborateurs, parce que bon, le ministre, c'est une entité, c'est une institution. Donc, comme j'ai dit, c'est le 19. Sont attendus 500 athlètes, les différentes catégories qui sont vétérans, seniors et juniors. Alors, à côté de la course individuelle, vous avez les courses de relais. Donc, c'est 3 athlètes, c'est-à-dire un qui part du Moliko pour le premier refuge, un qui part du premier refuge il part du Moliko au deuxième refuge, il va au 3e, il donne à l'autre qui va au sommet, ils redescendent tous les 3. Ils arrivent ensemble, c'est ça la fin de la course, ils doivent arriver ensemble.
Donc, voilà un peu en gros ce que les gens doivent retenir. Pour cette année, en fait, on voudrait relancer avec la soirée culturelle. Parce qu'on a fait les années antérieures, on organisait après la cérémonie d'ouverture pour maintenir un peu toute la ville en ébullition, faire un peu la fête. On organisait des soirées culturelles pour un peu montrer à ceux qui arrivent à Buea, leur montrer un peu le côté culturel de la ville, enfin de la région, mais également d'autres régions du Cameroun pour les gens qui arrivent de l'extérieur. Après, il y a un petit concert. Depuis à peu près 5 ans, on avait un peu dérogé à la règle pour une raison évidente. La situation socio-politique de la zone. Justement, on va venir. Comment ça va se passer? Ça a un peu été, depuis un moment, on avait un peu baissé avec. Mais non, cette année, il y a encore l'autre effet qui, depuis 2 ans, nous impose de restreindre, par exemple, le nombre de compétiteurs, Covid. Les athlètes seront donc confrontés, déjà comme d'habitude, à leur visite médicale. Mais cette fois, comme l'année dernière... Ça a été pris en compte Oui, on a rajouté des tests Covid. C'est-à-dire qu'il faudrait présenter carte blanche pour recevoir son kit de compétition. Et ça, c'est depuis l'année dernière. Juste parce qu'on s'est dit, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, on ne veut pas non plus être propagateur du virus. Maintenant, un événement qui se passe in et out de stade, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur, c'est un peu compliqué de demander à toutes les populations au bord de route de se protéger. Mais on essaie tant bien que mal de pouvoir y arriver. L'une des particularités ou innovations, c'est qu'on s'est rendu compte que vous avez beaucoup d'athlètes performants qui sont de bons grimpeurs, mais qui forcément ne descendent pas vite. C'est pour ça qu'on a institué depuis cette saison, cette année, le fait de ce que celui qui atteint le premier le sommet, qu'il reçoit une prime, comme on a vu la petite reine tout à l'heure, ce qu'on appelait meilleur grimpeur. Ça, on encourage ça. On encourage également les pays, la meilleure délégation, ou alors les meilleurs athlètes. L'année dernière, on se souvient qu'il y a un Kenyan qui s'est classé 4e, qui participait pour sa première fois, qui a été le meilleur athlète étranger. Il y a eu le meilleur classement au niveau général. Donc c'est des petites, des petites améliorations, des primes d'encouragement comme ça pour que quelqu'un ne se dise pas, il est venu, il a tout perdu, quoi. Voilà. C'est un peu ça. On essaye de contenter d'un peu tout le monde. Alors Didier, vous suivez l'ascension du Mont Très bien même. Et je suis heureux de partager un plateau avec l'un des grands organisateurs. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en dehors du football, du basket, un peu comme le Tour de France, qui se déroule je crois, pendant les vacances en juin. Cette course, déjà, qui va se dérouler dans une zone, comme il a si bien dit, la zone anglophone en proie au conflit armé, est déjà quelque chose de gagné. Parce qu'ils auraient pu abandonner, c'est déjà quelque chose de gagné. Et donc, il faut saluer déjà les autorités locales de Buea, parce que si la sécurité n'est pas garantie, elles ne vous donneront pas l'accès d'organiser cette belle fête, parce que c'est généralement une très très belle fête, et puis c'est un événement international. Et puis j'en appelle aussi à nos compatriotes de ce côté-là, que voilà une chance, voilà une opportunité de montrer que la ville revit après presque 4 ans de conflits, 4 ans de tueries, d'assassinats. À un moment donné, il faut revenir à la paix. Et le sport, il n'y a que le sport. Oui, c'est bien. Il y a eu la canne féminine, la canne masculine. La dernière canne. Oui, la canne masculine, oui. Ça a été là-bas. Je veux dire, par rapport à la guerre, la canne féminine était déjà... Donc, moi, je félicite d'abord la dame et je lui souhaite de gagner cette course-là. Et puis, je félicite les organisateurs. Nous sommes de tout cœur avec eux. Alors, Timothée, cette course de l'espoir, c'est quand même la 27e édition. 27e édition. Avant, c'est la 27e, c'est moi, j'avais l'impression que j'y vais depuis 1973. Non, alors, si je puis... Ça a été un truc... Non, alors, si je puis rassurer, pour que, comme elle dit, pour que les téléspectateurs comprennent un peu de quoi est-ce qu'il s'agit, on parle de 27e édition de la course de l'espoir. Vous savez, il y a eu la dénomination qui a été échangée on a donc inversé. Nous sommes plutôt à la 27e édition de la course de l'espoir. Parce que je sais qu'il y a une consoeur qui m'a demandé
Ça existe depuis 1900. Voilà, 80. Comment est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui à la 27e seulement? Non, il y a un moment où on a changé d'appellation. Après, c'est tous les 2 ans. Puis depuis que ça, on a continué, on a repris là maintenant. C'est la 27e édition de manière régulière, tous les ans. Ok, peut-être ça se comprend parce que moi, je me suis dit, ça fait 30 ans au moins que chaque année, chaque fois qu'il y a ce truc-là, je vais à Bouya. Parce qu'en réalité, c'est devenu, sans connaître, avoir de l'expertise. Pour la mais nous tous avons entendu parler du premier refuge de Moliko, du deuxième refuge du sommet. Et ça traînait beaucoup de monde qui partait de Douala, de Yaoundé, à Bouya. En fait, c'était une fête d'abord. Pour nous qui étions pas des experts de l'athlétisme, c'était vraiment une fête. Et chaque année depuis, ce truc-là m'a plu. Et j'admire beaucoup Augustine qui a appris là-dedans parce que c'était pas évident, car pour certains que je connaissais qui voulaient s'essayer dans ce type de course, c'était pas évident. À l'époque, nous avions un champion qui est resté longtemps, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Timothée le Kunze. Regrettez mémoire. Ah, d'accord. Okay. Il est mort. Il est mort, ok. Il était capitaine de là. Oui. Mais il nous a beaucoup soulevé à l'époque. Je ne sais pas. Il y a aussi la dame là. Sarah Liengo. Oui, c'est vrai. C'est 7 fois, non? Oui, 7 fois. Non, 7. 7 fois. D'accord. Donc, en fait, c'est un record qui n'est pas encore battu. C'est une réalité. Il y a une jeune Ngoyavon qui a fait ça. Qui a déjà fait 7? Oui, on a eu un débat là-dessus. Et bon, maintenant, quand vous vous mettez aux côtés des maternités, vous voulez comparer. Mais sinon, j'avais dit que je crois que c'est elle-même qui devrait être, c'est la petite la jeune qui devrait être reine. Parce qu'elle a fait 4 fois d'affilée. Par contre, Sarah, elle a gagné de manière intermittente. Donc, c'est un petit débat que les gens ont voulu créer. J'ai dit non, il faut qu'on évite un peu ça. Je crois quand même que vu son âge, vu la maternité, oui. Vu sa maternité, il ne faudrait pas qu'on crée... Ou même avec ses enfants. Oui, mais là, elle entraîne beaucoup plus. À un moment, on a demandé qu'elle arrête la compétition et puis qu'elle essaye d'être comme une espèce de marraine. Et là, elle s'est convertie maintenant plutôt à l'entraînement. Il y a des jeunes qu'elle entraîne, notamment l'un des favoris encore cette année, c'est son fils Lyon Gaïsombe, qui est son premier fils, et avec lequel elle court. Et des moments, quand elle le voit sur le parcours en train d'arriver, elle oublie sa casquette de marraine et elle fait le parcours avec lui jusqu'à ce qu'il entre dans le stade. Ah bon? Oui. Alors, est-ce que vous inspire, Augustine, Sarah, aussi? Par le passé, vous avez quand même regardé ce qu'elle était encore. On ne l'a pas vu pendant la CAN, alors que c'est des figures qu'on aurait pu exposer à la CAN. Elle a arrêté de courir, ça fait déjà combien de temps? Je ne peux même pas trop. À peu près 4 ans. Ouais, c'est un petit moment quand même. Oui, 4-5 ans. Parce que je commence à bien regarder les champions après, peut-être après 1 an dans l'athlétisme pour moi. Oui, je commence à bien les observer. Mais j'entendais déjà parler d'elle. Ouais. Forcément. Tout le monde a entendu parler de Sarah. C'est une reine. Alors, Augustine, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène justement, qu'est-ce qui vous a amené dans cette discipline-là, l'athlétisme? Premièrement, moi j'aime courir. Depuis le lycée, ça c'est ma discipline préférée. J'aime courir. Et du coup, quand je suis... Premièrement, je fais dans la sécurité. Et quand je suis arrivée ici, à Douala, je ne sais pas ce qui m'a motivée. Il y a eu un cross au Musport, où c'est un collègue qui m'a aussi entraînée. Et quand j'étais la première, ça m'a motivée. Je dis, tiens, non, il peut courir un peu comme ça. Et puis je gagne aussi un peu de l'argent. C'est là où je me suis donc lancée. Oui. Et comme ça faisait aussi partie de la discipline que j'aimais beaucoup, j'ai plutôt accéléré les entraînements et je me suis retrouvée où je suis là. Vous poursuivez l'aventure. Alors, Yves Désiré Ekwala, est-ce qu'on a quand même quelques informations sur les différentes nationalités qui seront représentées dans cette course? Est-ce qu'il y a quand même déjà quelques arrivées des délégations étrangères? Alors, la plus grosse colonie cette année, ce sera le Kenya. J'ai parlé de Charles tout à l'heure. L'année dernière, il est arrivé pour la première fois, il s'est classé 4e. Et
lui et moi, on a échangé. Ils étaient arrivés bien avant. La fille était deuxième. Non, là, je parle d'abord des messieurs. C'est-à-dire que, oui, s'il y a une fille qui est passée au podium l'année dernière, non, lui, il faut dire qu'on le prend dans le stade déjà. Parce que vous savez, on sort du stade, on va, on monte et on revient, on rentre dans le stade. Donc, en fait, on l'a même, on l'a passé, on l'a dépassé déjà à l'intérieur. Ça veut dire qu'il avait moins de 400 mètres encore de course. Mais il fallait résister. Je pense que sa chaussure s'est même enlevée. Il a essayé de se battre, tout ça, il a continué. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est le Cameroun. Il n'aurait pas pu faire mieux que ça, parce que sa chaussure quitte exprès à cet endroit. Non, il y a des petites anecdotes comme ça tout autour. Non, donc en fait, il y a une forte colonie. Il a motivé, il y a plein de Kenyans qui vont arriver. Il y a plusieurs Kenyans, pardon, qui vont arriver. Vous avez l'Éthiopie, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, la France, le Maroc, le Congo, le Gabon, et la Guinée équatoriale. Je pense n'avoir oublié aucun. C'est beaucoup. Oui, il y a 9 pays qui ont confirmé leur participation. Et effectivement, là, à 17h, il y a les premiers, je crois qu'il y a 2 ou 3 Kenyans qui sont déjà arrivés. Donc, demain, ça continuera, le ballet continuera à partir de l'aéroport de Douala. Ils ont 2 jours encore parce que, arrivé vendredi, bon, heureusement, ils auront au moins le voyage pour les Boya. C'est pas non plus plusieurs heures. Ils auront le temps de récupérer parce qu'ils arrivent à 13h45 le vendredi. Donc on va les acheminer directement à Boya et puis ils auront le temps de récupérer et être prêts pour la compétition. On s'est arrangé pour que le transbordement se déroule dans les meilleures conditions pour ne pas accuser la fatigue ou un problème physique. Mais bon, s'il pouvait m'arriver un peu plus tard, un peu de fatigué, je crois que les Camerounais gagneraient. Bon, maintenant je reprends la casquette d'organisateur, je souhaite que ça se passe plutôt très bien. Non, moi je pense qu'avec tous ces pays-là qui arrivent, la compétition davantage, parce qu'à un moment on a eu un peu moins de pays parce que la situation qui prévalait, bon, les Camerounais n'étant pas toujours en train de rassurer les gens avec tout ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux et tout. Mais je dis de manière générale comme ça, il y a du beau monde qui est en train d'arriver. Il y a également des gens de l'agence France Presse qui sont arrivés, justement, l'AFP qui sont arrivés à 19h là. Donc il y a une mobilisation autour, parce qu'en plus, on sort d'une très belle organisation de la CAN de football. Cela devrait faire en sorte qu'il y ait une espèce de continuité dans l'organisation, parce qu'avec ce qu'on a montré au monde par la CAN, nous aussi on s'est dit à la fédération, pas au Cameroun, à la fédération, qu'on voudrait également faire une très belle fête et que les étrangers qui sont venus pour cette compétition rentrent satisfaits. C'est Timothée Makoro qui a parlé de Dieu tout à l'heure. On a quand même vu que l'ascension, la course de l'espoir depuis plusieurs années déjà, échappe quand même aux étrangers. Et j'aime aux étrangers parce qu'en réalité, il y avait nous qui étions là-bas chaque année et qui vivions ça. Parfois, on allait au pied du Mont Cameroun. Il y avait des villages qui s'organisaient avec des totems, des danses traditionnelles pour appeler les forces et tout ça. Donc, par exemple, l'histoire de Timothée, c'est quelqu'un, c'est un esprit qui venait lui donner la victoire. Donc, c'était calé à l'avance sur le plan mystique, d'après ce qu'on nous racontait à cette époque. Ça peut être vrai ça, Didier? Non, je ne sais pas si c'est vrai. Non, ce que je voulais... non, je ne peux pas dire non quand même, parce qu'on est là dans des choses qui n'ont rien de la rationalité, mais qui relèvent de la spiritualité africaine. Oui, c'est pas... Je vais peut-être faire je vais essayer de façon prétentieuse de faire la comparaison entre l'ascension du Mont Cameroun et le Tour de France. Observez très bien, vous verrez que le Tour de France vend le tourisme français. Oui. C'est clair. Le Tour de France vend le tourisme français. Quand vous écoutez bien les reporters, ils vous parlent des châteaux, ils vous parlent d'ici, ils vous parlent de là, pendant que vous regardez les échappées, les grimpeurs, les pelotons. Nous avons la chance. Bon, moi, je ne peux rien leur apprendre, c'est leur métier. Boya, c'est l'histoire du Cameroun. Parce que c'est là aussi il faut orienter le reportage pendant que les enfants sont en train de grimper. Et le Mont Cameroun, le chat de Dieu, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, c'est vrai. Bon, maintenant, il y a un autre aspect, la biodiversité. C'est-à-dire la faune et la flore. Donc, c'est des choses qu'il faut vendre. Donc, c'est pour cela que les partenaires, c'est-à-dire les sponsors, devaient courir vers cet événement. Et vraiment vendre l'histoire du Cameroun, parler de Boya, parler des hommes qui
Et à un moment donné, elles sont retrouvées en 1961 à Fouman, beaucoup venaient de là. Le problème de fédéralisme, comment on est arrivé. C'est vrai qu'on en profite souvent pour... oui, parce que c'est ça le côté un peu attractif, très attractif aussi, d'un événement sportif comme celui-là. Parce que généralement, quand je regarde le Tour de France, je ne m'occupe pas trop des cyclistes là. Ouais. C'est l'histoire, c'est le tourisme. Les vues aériennes, ils le vendent de très belle réalisation. Phénoménale. Si je peux voilà. oui, Yves. Merci. Malheureusement, j'aime pas beaucoup revenir sur l'aspect politique, hein, parce que pour moi, cette communication n'attire pas beaucoup les gens. J'aime pas beaucoup en parler. Okay. Mais depuis à peu près 2 ans, on est un peu limité, parce qu'on a amené, à l'époque, on a amené les gens venaient plus tôt. Et le dimanche, je les amenais à Bimbia. Voilà. Il a été Bimbia. On les amenait sur le bord de mer à Limbé. On leur montrait tout ce qu'on a comme site touristique. C'est ici que l'esclavage passait, c'est ici qu'on débarquait les gens pour l'autre côté. Ainsi, on leur montrait vraiment l'autre chose. Là, il y avait encore comment il s'appelle, le père Sonam également. Donc, était Chief Parliament, le Parliament Chief, Lindele. On allait dans son palais, là, il racontait tellement d'histoires et tout, parce qu'à un moment, les journalistes étaient un peu étonnés, surtout ceux qui venaient de l'extérieur, étaient un peu surpris de ce que quand on demandait, on exigeait que tous ceux qui ont les caméras et appareils photo arrêtent tout lorsqu'il y avait cette espèce de cérémonie à l'ouverture. Oui, les chefs se réunissaient, et quand les rites, là, ils commençaient à manger les plantains ou les macabots crus, des choses comme ça, là. On demandait de ne pas filmer. Bon, là, maintenant, si je me rappelle, j'allais avec le député à Tongo une fois. Et on avait pensé que nous, on avait réussi à capter les images. Et quand on était revenu, on s'est rendu compte que tout ce qu'on filmait était bleu. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. C'était bleu. Je dis qu'on est sur STV, on peut le vérifier. On est rentré. C'était complètement bleu. C'est-à-dire que toute la bande, c'est-à-dire que la vidéo elle tourne jusqu'à ce niveau. Après, il y a du bleu. Vous avez dit que vous n'avez rien filmé. On disait de ne pas filmer, mais on a dit, bon, par curiosité, on va essayer de voir un peu ce qu'il y a d'autre. Non, je dis, il y a ce côté mystique. Et parce qu'il faut dire que la course d'espoir, c'est une course atypique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre monde. Au niveau du Nigeria, au Bournou, ils ont essayé de faire la même compétition, mais c'est un peu plus... Bon, maintenant qu'on est en train de professionnaliser les choses et vouloir que les gens créent une espèce d'attraction autour, on sécurise maintenant le parcours parce qu'à un moment, si vous appelez pas Sarah à l'époque, quand on est en train de monter, on demande, où est the first? Si ce n'était pas elle, on vous orientait ailleurs. Il y avait des champs de glace, ils vous orientaient ailleurs. Où ils vous retenaient, ils allumaient les feux de blues, des choses comme ça à l'époque. Mais depuis un moment, bon, c'est-à-dire que pour que vous montez, vous faites le parcours, c'est-à-dire que vous suivez le chemin qui est balisé, vous devez avoir soit votre badge, on doit vous tenir, vous permet de monter. Vous êtes journaliste, vous êtes de la force de l'ordre, vous êtes athlète. Il n'y a que ça qui vous permet de monter aujourd'hui. Bon, ça n'empêche pas que ceux qui montent 2 jours avant, ils habitent, c'est leur maison, c'est leur environnement, on ne va pas non plus les chasser de chez eux. On a quand même vu le ministère du Tourisme produit des documentaires vraiment exceptionnels sur le Cameroun pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être pour une compétition aussi comme ça peut être intéressant pour le ministère du Tourisme de valoriser cette région-là. C'est une occasion pour faire des randonnées, c'est-à-dire que bon, maintenant on ne va pas non plus les faire monter jusqu'au sommet, mais c'est de montrer quand même aux gens tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que je pense que c'est Didier qui évoquait ça tout à l'heure. Ce n'est pas un événement sportif, c'est-à-dire qui concerne uniquement la Fédération camerounaise de l'athlétisme. Logiquement, j'ai fait d'un pays normal, on est un pays normal en même temps. Les ministères et des autres organismes auraient pu se greffer à l'événement pour passer des messages. Pourquoi c'est ce qui se passe, non? Ça se fait pas comme ça? On essaie de les implique, ça c'est sûr. Vraiment, on les implique parce qu'il y a la culture. Qui est faite. Oui, il y a une approche parce qu'il y a le ministère de la Culture. Si vous voyez que vous dansez, c'est la culture. Vous avez c'est l'environnement. L'environnement qui est là. Vous avez la culture. De manière générale, il y a plusieurs ministères qui sont greffés à l'événement. Il y a des fédérations, en fait. Il y a le powerlifting qui est très souvent sollicité. Il y a le cyclisme qui est souvent là. Bon, à l'époque, on faisait le volleyball. Pour il y a des fédérations parce que pour nous, c'est de vendre, de faire vivre justement la ville de Buea. Je vais poser la dernière question à Augustine et on va se séparer. Augustine, pour vous, quel est peut-être le meilleur moment ou alors le plus grand souvenir que vous gardez de vos différents parcours à cette course? Cette course de l'espoir. Le meilleur moment. Oui, il n'y en a pas encore. Ce sont mes 2 dernières années. Parce que la première année, je me suis fait mal. Et j'ai même pleuré comme un bébé. Et après? Et après, j'ai su comment on pouvait éviter de se
Tort de la cheville. Oui, de tort de la cheville. Il est tombé. Bon, j'ai évité. On est arrivé au stade sans toutefois me faire mal. Donc, au fur et à mesure, quand même, il y a pas mal de choses. Non. Pour moi, je trouve que pour mieux s'en sortir, ce n'est que les entraînements. Oui. Oui, il faut s'entraîner. Rien que ça. Oui. Et vous vous entraînez seul? Vous avez Non, je suis dans le club AML de Littoral. Après ça, en semaine, on s'entraîne individuellement avec le coach. D'accord. En tout cas, on vous souhaite un bon parcours, d'améliorer votre classement. Il semble qu'il y a eu un membre du gouvernement qui a pris part à cette course. Ah bon? C'est vrai? Généralement, c'est un directeur général d'une entreprise camerounaise. J'aime même souvent le citer, c'est le DG Mekolou. Voilà. Mekolou de la CNPS. Il y participe tous les ans. Généralement, il vient avec son coureur. Il aime beaucoup le sport, de toute façon. Oui, en coureur, toujours. Il y a des moments, il se plaint même de ce qu'on le mette en vétéran. On interdit qu'il monte jusqu'à un certain niveau, mais lui, il voudrait aller un peu plus loin. Parce qu'il faut dire qu'en même temps, il appartient à la Master Cameroun Athletics, qui est en fait l'équipe des vétérans. On appelle ça en team des Masters. Il appartient à cette équipe-là, et lui, quand il vient tous les ans, il va où? Il montre à son personnel que moi j'ai réussi à y arriver, vous êtes là, vous faites rien. Il joue aussi beaucoup au foot. C'est un sportif, de manière globale. Merci Timothée Makongo, Didier Yumkwa, merci d'être venu sur ce plateau ce soir. Augustine, on vous souhaite vraiment une bonne chance. Merci. La semaine prochaine, il faudrait qu'on sache comment ça s'est passé. Donc, et Yves Désiré Ekola, il prend l'engagement de tout nous dire concernant votre parcours dans cette 27e. Merci Yves, merci à toute l'équipe technique, amis sportifs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine sur Spectrum Télévision. Au revoir.